Bonjour à tous et ravi de vous accueillir dans cette bulle French Fab. Là, pour cette séquence, on va donc parler collaboration à impact. Comment une deep tech peut-elle faire gagner un géant de l'industrie? Je me présente, je m'appelle Louise Caron, je suis responsable des sujets start-up et visibilité à la direction deep tech de BPI France. Je vais laisser mes intervenants se présenter. Nathalie, si tu veux commencer. Bonjour, je m'appelle Nathalie Schmitz et je suis responsable de développer les marchés de carbone et thermoplastique pour Excel en Europe. C'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est plus avec ma casquette sustainability et marketing. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, je suis le fondateur de Fermat qui fait du recyclage de composites en carbone. Et bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Frein. Je suis directeur financier de Woodoo, une entreprise qui valorise du bois à travers des technologies composites pour en améliorer les performances mécaniques ou optiques et remplacer des éléments émissifs comme le cuir, l'acier ou le verre. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors peut-être que tout le monde n'est peut-être pas familier du terme Deep Tech. Alors juste pour faire un petit rappel, ce qu'on appelle Startup Deep Tech, c'est une startup qui propose un produit à forte valeur ajoutée sur son marché, qui a donc une technologie en rupture avec l'existant, donc avec une grosse stratégie de propriété intellectuelle, et qui se développe en lien étroit avec des équipes de recherche publiques ou privées. Donc aujourd'hui, on parle collaboration. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, il est assez clair que la start-up et l'industriel ont besoin l'un l'autre. Notamment, la start-up a besoin de perfectionner son produit, de signer des contrats pour augmenter son chiffre d'affaires, par exemple. Et le grand groupe a aussi besoin de partenaires technologiques pour rester toujours compétitif, proposer, par exemple, de nouveaux produits. Alors, pour ma première question, donc, on appelle ça donc de l'open innovation, mais est-ce que l'open innovation est-elle vraiment open? Ça me fait penser du coup le terme de propriété intellectuelle. Pour le coup, c'est une notion complètement contrastante avec le terme d'ouverture. Benjamin, est-ce que tu as peut-être des petites choses à nous dire? Oui, bien sûr. C'est effectivement un sujet hyper important pour les deep tech parce que c'est une industrie où les coûts de développement sont très importants et il y a aussi beaucoup d'IP. Et dans le cadre de relations avec les clients qui sont des grands groupes, il y a ce sujet de licence d'exploitation, liberté d'utilisation, et puis un petit peu de partage technologique. À ce niveau-là, je pense que, en tout cas, nous, la stratégie qu'on a chez Fermat, c'est un mélange d'open source. Donc on va donner des technologies, même si on les a développées, parce que ça permet d'utiliser nos autres produits. Et de l'autre côté, un aspect de brevet et de sécurité industrielle sur les parties qui sont vraiment essentielles et sur lesquelles on souhaite préserver la propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Nathalie, est-ce que tu peux peut-être nous partager quelque chose sur ces sujets de pays? Oui. Je vais également préciser, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est le groupe Excel. Donc, c'est un groupe américain qui est leader mondial dans la fabrication des matériaux composites, et en particulier des préimprégnés carbone que Fermat, entre autres, recycle. Vis-à-vis de nos échanges avec Fermat, il n'y a pas vraiment de soucis de pays. On leur fait totalement confiance. En revanche, évidemment, on les accompagne parce qu'on connaît bien nos produits et qu'on peut effectivement leur donner un petit coup de main. Et ça me fait penser qu'on n'a peut-être pas assez parlé de votre collaboration. Peut-être que tu peux en dire un mot. En quoi consiste votre collaboration avec Fermat? Oui, exactement. En fait, moi, je connais Benjamin depuis plus de 10 ans. Et quand il m'a appelé en 2021, je crois, pour me proposer sa solution complètement disruptive pour le recyclage de nos matériaux, j'ai été séduite. Et donc, aujourd'hui, il recycle toutes nos chutes de préimprégnés carbone en France, mais aussi en Allemagne et bientôt en Espagne. Et à la fin de l'année, on va arriver à 200 tonnes, je pense, de matériaux recyclés par Fermat. Dans des idées super innovantes qu'on n'aurait pas eu nous et chez des clients qu'on n'a pas du tout actuellement. Donc une belle aventure. Merci. Sébastien, peut-être sur les sujets de propriété intellectuelle, comment est-ce que vous les abordez chez Woodoo? C'est une très bonne question. Concrètement, nous, on a fait face à ce sujet quand une grande maison du luxe nous a approchés pour développer une nouvelle matière. Concrètement, c'était un cuir très très souple qui peut être utilisé dans l'industrie textile comme alternative au cuir. Et en fait, ce matériau est très très peu émissif en carbone, il est extrêmement intéressant, c'est très éthique, donc c'est vraiment extrêmement intéressant et valorisable. Et en fait, dans la construction du partenariat, quand on parle d'open innovation, on parle souvent de démarches quasiment exploratoires sur certains sujets. Nous, on a vraiment ciblé le partenariat avec une définition très claire des étapes et du partage de la propriété intellectuelle.
Ça a été assez clé. On avait échangé rapidement sur les sujets de reverse engineering, qui sont aussi des points assez importants quand on travaille en deep tech, puisque quelque part, la propriété intellectuelle, c'est au fond ce qu'on a de plus cher et ce qu'on veut au mieux valoriser et utiliser à bon escient. Merci. Oui, effectivement, sur le sujet de la propriété intellectuelle, il y a ce truc dans l'univers des startups qui est de dire il faut absolument dévoiler, n'ayez pas peur de garder vos innovations pour vous, parce que s'il n'y a pas de clients, s'il n'y a pas de marché, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est vrai, même en deep tech. Et il y a des boîtes comme Tesla qui régulièrement mettent en open source tout un tas de technologies de batterie, alors qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour le faire. En fait, ce qu'il faut chercher à obtenir, c'est créer des opportunités business. Mes matériaux recyclés à partir des déchets d'Excel n'ont pas de sens s'ils ne sont pas utilisés. Donc il y a tout un go-between, un juste milieu, un point d'équilibre très, très complexe. Et c'est le métier de la direction de le trouver pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Du coup, un autre petit point de frottement qui peut apparaître, ça va être le sujet du cahier des charges. On est sur des technos qui sont quand même assez complexes. Et donc, du coup, chaque client peut avoir des exigences plus ou moins similaires. Comment est-ce que vous abordez cette notion du cahier des charges ? Ça, encore une fois, c'est une très très bonne question et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur vraiment cibler le partenariat. Concrètement, quand on approche quelqu'un, un grand groupe, on ne veut pas on veut pas être une innovation de plus sur leur étagère qu'ils vont présenter en board comme étant une boîte sympa qu'ils ont rencontrée. On veut au contraire trouver un vrai besoin qu'ils ont, un vrai cahier des charges, donc une cible à adresser pour nous derrière structurer en fait tout le partenariat et tous les différents jalons qui vont nous permettre, déjà de mieux nous cibler vraiment l'activité de R&D pour répondre à un vrai besoin, un vrai pain point. Et ensuite, quelque part, de leur côté, en fait, créer une vraie volonté de faire du business avec nous, versus être simplement une jolie techno à présenter à des investisseurs ou à des partenaires, à l'inviter dans un salon. Ça a moins de sens que vraiment répondre à un vrai besoin pour créer un vrai partenariat. Benjamin ? C'est sûr que dans le monde de la deep tech, c'est un monde qui est régi par les spécifications. C'est normal, puisque c'est des acteurs B2B qui ont des chartes, des qualités à respecter. Et en même temps, on a vu une vraie évolution quand même ces dernières années des grands groupes sur le fait qu'il y a maintenant, je pense que c'est clair pour tout le monde, on ne peut pas innover si on part avec des cahiers des charges qui sont à l'inverse beaucoup trop construits ou beaucoup trop précis, parce que du coup, il n'y a plus de place pour l'innovation. Une innovation s'accompagne toujours de changements, donc il y a vraiment ce travail à faire avec les clients. Et il faut aussi, en tant que start-up, choisir des clients qui soient capables de faire ce travail, de spéquer d'un côté et en même temps laisser des portes ouvertes pour pouvoir laisser une chance à l'innovation de réussir. Nathalie ? Par rapport à ça, j'ai pas forcément grand-chose à commenter. Mais... Chose à ajouter. Ouais. Il y a aussi des acteurs intermédiaires qui peuvent jouer le rôle de facilitateur sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de pôles de compétitivité qui sont un peu au cœur des tendances et qui vont pouvoir vraiment bien connecter des grands groupes qui ont des vrais besoins avec des vrais specs, comme tu le dis. Et je pense que ça, c'est très très clé quand on est en train d'innover et qu'on ne sait pas quand s'arrêter ou jusqu'où aller. Et quelque part, c'est vraiment hyper utile pour des startups comme nous de pouvoir faire des partenariats avec ces pôles de compétitivité dans un temps 1 qui vont nous ouvrir des collaborations avec des grands groupes dans un temps 2. Typiquement sur le milieu de l'automobile qu'on adresse aussi. Et c'est des gens qui sont en capacité de nous mettre à disposition des voitures avec des specs des différentes parts qu'on puisse en fait remplacer et essayer dessus pour montrer quelque part qu'on peut avancer dans une direction. Et ça, c'est déjà une très bonne première étape avant de pouvoir aller cibler une application finale avec un grand groupe. Merci à tous. Du coup, quand une collaboration se déroule bien, il y a des chances pour que le volume de commandes augmente. Et puis même quand la start-up se développe, elle va l'adresser toujours de plus gros clients. Et ce qui demande souvent, donc, parfois, de s'armer, de s'équiper d'une unité de production ou de lancer son usine. Alors chacun, tous les deux, vous avez passé cette phase, justement. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus ? Et peut-être aussi avec un prisme, comment on peut leverager sa collaboration avec un grand groupe sur ce sujet-là ? Ouais, avec plaisir. Alors monter une usine, c'est compliqué. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment faire énormément d'erreurs et apprendre tous les jours, absolument tous les jours. L'avantage d'avoir un grand groupe, c'est que derrière, il y a aussi une notion d'exigence.
Et donc, dans l'approche et dans le ramp-up de l'usine, on se doit vraiment de respecter certaines étapes. Il y a une vraie notion d'audit industriel par lequel on va devoir passer. Donc, c'est des gens qui vont venir dans nos usines, qui vont contrôler qu'on fasse les choses bien, qu'on respecte les bonnes certifications, etc. Au-delà même des specs du produit qui sort, c'est qu'on soit en capacité d'adresser des grands volumes et qu'on soit en capacité de le faire malgré les risques que ça comporte. Et ça, c'est énormément clé. Il y a l'usine en propre, mais il y a plein d'autres solutions qui existent qui sont aussi très intéressantes. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Benjamin, Nathalie, je crois que vous avez une petite histoire plutôt sympa à nous raconter. Oui, en fait, pendant le Covid, donc Exel est majoritairement à des clients majoritairement dans l'aéronautique, donc le Covid nous a un peu amoindri. On va dire, on a été obligé de diminuer l'activité de 40%, et à ce titre, on a dû se séparer d'une usine et de la plupart de nos collaborateurs à Nantes. Et également, donc Benjamin a eu l'idée de reprendre cette usine. On a apporté tout notre support en termes de maintenance, d'accès à toutes les énergies, de direction technique, etc. Donc pour vraiment faire une bonne passation de relais. Et à ce titre-là, bon, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Effectivement, on a passé le ballon, laissé ne demande qu'à être transformé. Et Fermat a réembauché également une dizaine d'employés. Donc c'est une très très belle aventure puisque voilà, ils sont ravis de continuer à donner une seconde vie à nos matières. Effectivement, donc on a parlé pour moi, c'est un vrai exemple de collaboration entre grands groupes et start-up. Exel a su nous aider finalement à reprendre une usine un peu plus grande et un peu plus vite que ce qu'on avait prévu dans notre plan de développement. Mais ça a été une opportunité aussi incroyable de bénéficier de toute l'expertise du site, l'expertise des collaborateurs qu'on a pu reprendre. Et ça nous permet d'atteindre notre mission plus vite. Et puis quand on fait du recyclage, on est toujours content de recycler l'usine dans laquelle on travaille plutôt que d'en fabriquer une nouvelle. C'est un top projet. Objectivement, quand vous me l'avez raconté, j'ai trouvé ça vraiment génial. Dans la liste des collaborations qui serait intéressante, moins jolie que la vôtre, j'aimerais faire un petit clin d'œil aux accélérateurs de BPI qui sont là-haut. Être une deep tech, c'est déjà pas simple. Une deep tech industrielle, je pense que tu le confirmeras, ça a son lot de difficultés. Et en fait, il y a des très très bons accélérateurs de la PPI qui accompagnent dans cette démarche, notamment l'accélérateur Néo Industrie, dont on fait partie, et qui aide vraiment sur une phase d'audit et de conseil qui est, honnêtement, c'est extrêmement enrichissant pour un prix défiant toute catégorie. Et donc ça, c'est assez clé. Dans une des questions qu'on se pose tous, c'est le make or buy. Et donc quelque part, nous, quand on a commencé, on a monté nos usines en propre, en fait, d'une certaine manière, parce qu'apprendre de sa technologie, c'est aussi l'industrialiser. Ça n'a rien à voir entre faire quelque chose dans un laboratoire et le faire dans une usine de 2000 m². Ça n'a rien à voir. Mais quand on adresse des marchés comme l'automobile ou comme la construction, en fait, on a la nécessité de pouvoir accélérer fortement. Et c'est là où des partenaires qui sont en capacité d'opérer vraiment et de déployer des lignes de production à très grande échelle avec un vrai savoir-faire en termes de scale-up sont des partenaires qui sont absolument inestimables et qui vont nous permettre de lever des obstacles tout au long de la route. Et ça, c'est absolument clé. Pour autant, si jamais on n'a pas appris un petit peu à le faire nous-mêmes, le transmettre aux autres, c'est absolument impossible. Merci. Tu veux peut-être rebondir parce que donc il faut lever des fonds généralement pour lever une usine. Et toi en plus, tu as peut-être plusieurs exemples. Tu n'en es pas à ta première boîte. Peut-être tu as des choses sympas à nous raconter. Ouais, sur la levée de fonds. Alors, la levée de fonds pour des deep tech, elle s'adresse à des fonds qui savent faire ce genre de choses. Donc, il faut travailler avec des fonds qui sont prêts à financer l'innovation. Il y a beaucoup d'idées préconçues sur les deep tech. Les deep tech, ça peut très très bien marcher. Ma première entreprise Explicit, à 12 ans, est un leader mondial dans son domaine, vient d'ouvrir une usine à Angers de 6000 m². Et ça fonctionne très très bien. Mais c'est des marchés longs, avec des temps longs. C'est aussi des marchés avec des fortes barrières à l'entrée. Donc l'inconvénient, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose pendant pas mal de temps. L'avantage, c'est qu'une fois que la barrière est franchie, elle est franchie aussi pour un grand nombre d'années. Donc c'est vraiment des métriques complètement nouvelles. Et en France, sous l'impulsion de la BPI, il y a de plus en plus d'acteurs du financement qui sont en train de s'adapter à ces métriques. Et je pense avec une certaine satisfaction. Et ça nous a permis chez Fermat de faire une grosse série A l'année dernière. Et je pense que les choses sont en train de positivement changer pour le futur de la deep tech française. Merci. Nathalie, du coup, dans le choix de tes partenaires, est-ce qu'il y a peut-être certains points d'intention là-dessus, justement, sur les sujets de production ? Non, j'ai pas bien entendu du coup la fin. Est-ce que pourquoi on a choisi Fermat comme partenaire ?
En fait, on a plusieurs partenaires et il nous en faudra beaucoup pour recycler tous nos résidus de production et on n'est pas les seuls sur ce marché, nos clients également. Pourquoi on a choisi Fermat? Parce que je pense que déjà track record reconnu avec cette vision industrielle bien connue. Et ensuite, ça permet effectivement, en passant par un partenaire extérieur, d'être agile et de pouvoir être parfaitement souple. Hein. Donc, ils n'ont pas la même vitesse d'accélération que nous. On est un groupe, ça fait 75 ans qu'on innove dans l'allègement des structures. Donc, on est un peu aux antipodes, mais voilà, on se complète bien. Et oui, justement, c'est une question que j'avais. Pourquoi, du coup, collaborer plutôt que de faire vous-même sur ces sujets, vu que vous êtes déjà un groupe quand même très technologique et sur les matériaux composites? C'est une très bonne question. C'est un sujet, le sujet du recyclage des matières et de l'économie de la nouvelle matière, c'est un sujet global pour tout le monde. C'est un des seuls, c'est un sujet nouveau dans lequel, par exemple, Airbus et Boeing s'associent. Donc, ça veut dire que toutes les matières de nos concurrents, de nos clients, doivent bénéficier à des partenaires comme Fermat ou comme Lavoisier Composite. Est-ce que vous voulez peut-être rebondir l'un ou l'autre ou on passe à la question suivante? Oui, c'est que chez Fermat, on essaie de créer une nouvelle circularité, donc recycler des avions ou des pales d'éoliennes pour en faire autre chose, notamment des applications qui ne peuvent pas se le permettre, comme de l'automobile. Permettre de faire des voitures avec des matériaux d'avion, ça fait des meilleures voitures. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est parce que les matériaux pour les avions ils coûtent trop cher. Donc une fois qu'ils sont recyclés, on peut leur permettre d'avoir une seconde vie qui a de l'utilité. Et en fait, tous les métiers de circularité ne peuvent passer que par des nouvelles formes de collaboration et des changements de partage de valeur. Sinon, les gens l'auraient déjà fait. Tout le monde a pas envie de voir. Tout le monde a envie que ces déchets servent à quelque chose. Je pense que tout le monde a envie de moins polluer. Mais simplement, c'est souvent des acteurs tiers qui permettent ce changement de valeur, ce changement de partage de valeur pour pouvoir créer des solutions innovantes et pouvoir disrupter un peu ces modèles. Ouais, pour rebondir, c'est aussi que quelque part, on offre des nouvelles perspectives, je pense, dans ces moments-là. Quand on arrive avec une idée aussi nouvelle que le bois souple à la place du cuir, objectivement, on nous a regardé avec des yeux un peu ronds. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont compris que eux pouvaient vraiment tirer quelque chose de très intéressant et réduire le risque d'une certaine manière. Ça peut être de l'outsourcing de R&D un peu moonshot sur certains points, c'est-à-dire que vraiment, ils disent on met une pièce, on voit ce qui se passe. Et c'est là notre rôle, je pense, en tant que deep tech, en tant que start-up, en tant qu'entreprise, de vraiment valider l'intérêt commercial pour pas se lancer à corps perdu dans un projet qui au final n'a pas vraiment la réalité business escomptée et qu'au contraire ça s'inscrit dans une vraie démarche engagée de la part de l'entreprise, du grand groupe qui veut vraiment se structurer dans une direction plus qu'un simple je paye pour voir. Merci. Et du coup, en dernière question, pour ouvrir un peu le débat, donc là on était pas mal sur des relations clients-fournisseurs. Il y a d'autres types de stratégies qui peuvent être pertinentes comme le rachat ou la consolidation. Du coup, c'est vrai que ce ne sont pas des opérations encore trop répandues en deep tech. Voilà, je me demandais quelle perspective est-ce que vous y voyez. Et aussi, par exemple, Nathalie, côté Excel, est-ce que c'est une stratégie que vous menez, le rachat d'entreprise? Si oui, pourquoi, dans quel cadre? Sinon, est-ce que c'était des choses envisageables? Oui, tout à fait. Depuis 2016, on a racheté 4 entreprises, aussi bien aux États-Unis qu'en France et ailleurs, qui sont venues compléter notre gamme de produits. Donc voilà, en fonction des opportunités, soit effectivement on va faire des partenariats, des joint ventures, des collaborations. Dans le cadre du recyclage, on pense que c'est un peu différent. Fermat nous aide à atteindre nos objectifs environnementaux, de diminuer de moins de 30% les déchets enfouis d'ici à 2030. Et c'est absolument clé pour nous tous. Et on s'en rend compte aujourd'hui, parce qu'il fait très très chaud. Pas mal. Benjamin, vas-y. Oui, bien sûr. En tout cas, de la même manière que j'espère avoir de plus en plus de financement pour les projets Deep Tech, c'est important qu'il y ait des sorties pour les investisseurs. On a beau faire quelque chose de bien pour la planète, c'est important que les gens qui financent y trouvent leur compte. C'est ce qui permettra de générer des nouvelles startups et réinvestir cet argent dans des nouveaux projets. Et la sortie qui consiste à être rachetée, c'est une sortie finalement assez standard. Je pense que de mon expérience, le plus important, c'est le moment auquel ça a lieu. Trop tôt, ça peut être nuisible à l'innovation et finalement à l'aboutissement de la technologie. Trop tard, c'est aussi trop tard. C'est-à-dire que les boîtes sont exsangues et il n'y a plus l'énergie pour pouvoir profiter justement de ce catalyseur qui est un grand groupe, parce que les grands groupes ont une force de frappe qui est vraiment colossale.
Et quand ça se passe bien avec des boîtes innovantes, ça donne vraiment des résultats incroyables. Le tempo est absolument clé, je suis complètement d'accord avec toi. Dans une autre optique, typiquement, nous, on travaille le bois. Et en fait, dans la logique de chaîne de valeur, plutôt que de racheter quelque part potentiellement un concurrent ou une technologie annexe ou se faire racheter, ce à quoi on réfléchit potentiellement, c'est en fait remonter la filière et aller acheter une scierie. La filière bois en France, elle va pas très bien. Il y a des gens qui sont en recherche de nouvelles opportunités. Et ça pourrait être une sortie complètement différente de passer d'une deep tech à là, quelque part, une entreprise plus structurée avec une chaîne de valeur maîtrisée pour être vraiment fournisseur de matières et de solutions à des grands groupes. Donc ça peut être vraiment différentes aventures et c'est ce qui est assez amusant, je pense, globalement dans l'aventure deep tech, start-up et entrepreneuriale de manière générale. Merci. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin avant qu'on passe aux questions de la bulle? Il peut ne pas y en avoir. Je ne vous l'avais pas proposé celle-ci. Non, merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'est vraiment très très cool. Si vous avez des questions supplémentaires, etc., n'hésitez, je pense, pas à rester dans le coin, on sera ravis d'y répondre et peut-être de prolonger certains sujets s'il y a vraiment des questions précises. Mais je pense qu'on peut la salle peut poser ces questions là tout de suite, je crois. Est-ce que vous avez des questions, du coup? C'est vrai que c'était assez clair et complet. Merci à tous, en tout cas. Merci. Merci beaucoup.